Bonjour, je suis Nanouche. Je suis maman de 4 enfants scolarisés à la maison. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet sur l'instruction en famille que je pratique moi. Vous pouvez la regarder et vous m'avez aussi posé pas mal de questions. Donc vous m'en avez posé avant la vidéo et d'autres après. Donc je vais répondre à celles dont je n'ai pas parlé pendant la première vidéo. Alors, à quel âge commencer? Alors, l'instruction en famille, c'est de 6 ans à 16 ans, puisqu'on est en obligation d'instruction à ce moment-là. Maintenant, on commence quand on veut. Si on a envie de commencer à 2 ans à faire des choses formelles, on peut tout à fait. Moi, je commence quand ça m'arrange dans mon organisation. Donc par exemple, ce que j'expliquais dans l'autre vidéo, avec ma troisième, j'ai commencé à 4 ans, quand il a fallu qu'elle nous laisse un peu tranquille pour qu'on puisse avancer avec les grandes. Suis-tu les programmes scolaires? Donc oui, je suis les programmes scolaires pour le français et pour les maths, en primaire. Pour le reste, non, pas du tout. Je ne regarde même pas les programmes et on ne fait rien. Après là on commence le collège et du coup je vais suivre plus de matières parce que les contrôles en général ont lieu sur plus de matières et si mes enfants veulent passer le brevet, il faut aussi faire de l'histoire géo. Je crois qu'il y a... oui, c'est tout je crois. Quel est le matériel indispensable à avoir? Pour moi, il n'y a aucun matériel indispensable. C'est vraiment à adapter suivant les familles. Du coup, moi, en français et en maths, j'achète des fichiers parce que je veux suivre le programme, je veux faire exactement ce qu'ils font comme programme à l'école. Et c'est aussi plus facile pour les contrôles avec l'inspection pour avoir des traces écrites. Après, certaines familles vont beaucoup faire de photocopies, de plastification, d'autres vont être passionnés par un thème et aller à fond là-dedans et du coup acheter plein de matériel dans ce sens-là ou en fabriquer. Moi, il n'y a rien d'indispensable. Vous pouvez voir aussi, j'avais fait une vidéo où je faisais le tour de la salle d'activité, donc vous verrez un peu tout le matériel qu'on a, en sachant qu'il y a plein de choses que j'ai fabriquées et qui ont servi une fois, ou qu'on m'a donné, ou que j'ai acheté et qui ont servi une fois, voire même pas du tout. Quels sont les frais réels de l'IEF? Alors, c'est pareil, c'est variable. Quand on utilise des cours par correspondance, ça va être très cher. Par exemple, le CNED, je crois que c'est entre 600 et 1000 euros suivant l'âge par an. Voilà, il n'y a pas de... Il y a aucun... Enfin, il n'y a pas de généralité. Là, j'ai une liste, j'ai rempli mon panier sur Amazon. J'en suis à 150 euros parce que cette année j'ai un niveau collège, enfin un niveau 6ème et que j'ai envie d'acheter les livres. Voilà, donc 150. Là, cette année, normalement, je devrais en avoir pour 150 euros pour 3 enfants. Matériel, sortie, nous on fait pas de sortie payante. On fait pas de musée, voilà. Donc non. Après, il y a des familles qui font un musée par semaine, qui font des ateliers payants à 10 euros l'atelier toutes les semaines. C'est vraiment... Enfin, il n'y a pas de généralité possible. Reçoit-on une aide financière quelconque? Non. Pour l'instant, on n'a pas le droit à l'ARS, l'allocation de rentrée scolaire. C'est en discussion, puisque ça serait logique. Dans le dernier flash, je sais plus quoi, au niveau du gouvernement, là, c'est dans les propositions.
donc peut-être que ça viendra. Et du coup, il y a aussi des comités d'entreprise qui donnent aussi pour les enfants scolarisés, donc je sais pas comment ça marche. Je sais qu'on l'avait pour ma belle-fille par exemple, avec le comité d'entreprise de mon mari. Donc il est fonctionnaire, donc on a droit à, je sais plus, on avait 70 € par an pour ça, je crois. Les avantages, les inconvénients. Alors j'aurais du mal à répondre parce que mes enfants n'ont jamais été scolarisés. L'avantage, c'est qu'on respecte le rythme de l'enfant. Après, forcément, j'ai 4 enfants, donc j'ai 4 rythmes à respecter. Donc forcément, enfin, c'est ça la vie en société, oui. Ouais, le rythme de l'enfant, biologique, d'apprentissage, etc. Pour la famille, je vois la différence quand j'emmenais ma belle-fille à l'école. 4 fois par jour, je prenais la voiture ou on allait à pied si on habitait assez près. Ben on ne respectait aucun rythme et ben, il fallait faire sonner le réveil le matin, on courait beaucoup, j'avais pas le temps de m'asseoir à midi pour manger. Je rentrais, je déshabillais les enfants, j'avais juste le temps de faire quelques petits trucs et puis il fallait les rhabiller pour repartir à l'école. Voilà. Après, je peux pas parler pour mes enfants puisqu'ils sont jamais allés. Le brevet, le bac, les études supérieures sont-elles accessibles ensuite? Oui, tout à fait. On peut passer le bac, le brevet en candidat libre. On peut aller faire des études supérieures après avoir été scolarisé à la maison. Et on peut aussi continuer, par exemple la fac par correspondance, ça se fait aussi. Donc on peut même continuer à la maison les études supérieures. À quel âge vas-tu arrêter l'IEF? Je n'ai pas d'âge. Je n'ai pas l'intention d'arrêter. Pour l'instant, ma grande veut passer un CAP de pâtisserie, donc je pense qu'elle le ferait en CFA. On peut le faire en candidat libre, mais je trouve ça quand même dommage d'avoir un diplôme de pâtissier et de pouvoir exercer sans avoir travaillé dans une pâtisserie avant. Donc à voir comment on mettra ça en place. Alors, comment s'occupent les enfants lors des tâches ménagères? Mes enfants s'occupent tout seuls toute la journée, en dehors des temps d'instruction, en sachant que, je répète, lundi, mercredi et vendredi, on travaille 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Tout le reste du temps, enfin à part quand ils mangent, ils sont en autonomie. Je ne propose pas du tout d'activité. Donc moi je fais ce que j'ai à faire, la cuisine, la lessive, le ménage et la couture et eux ils font ce qu'ils veulent. En fait c'est la différence je pense entre les enfants scolarisés et les enfants à la maison. À l'école ils ont des consignes tout le temps, ils doivent faire ce qu'on leur dit de faire et à la maison ben, ils font comme ils veulent et ils savent faire sans consigne, donc j'ai pas besoin de leur dire de prendre une feuille pour dessiner ou de prendre un jeu. C'est très rare que j'en ai un qui vienne me voir parce qu'il s'ennuie. Et il faut aussi dire qu'ils sont 4 et ça aide à ne pas s'ennuyer, je pense. Et bon, et en même temps, s'ennuyer c'est pas grave. Ouais, ici tout s'arrête si je quitte une activité pour la vaisselle par exemple, donc moi je ne quitte pas une activité, j'en fais pas. Comment choisis-tu tes supports? Donc je fais en fonction... je regarde sur les groupes Facebook, sur internet en général, je tape sur mon moteur de recherche maths 6ème, et puis voilà, enfin, bon, c'est pas un bon exemple parce que du coup on fait pas la 6ème, mais je lis sur tous les blogs, tous les avis et je choisis en fonction. Et puis là, par exemple, là, je suis dans les réflexions sur les sciences. Je télécharge tout ce que je peux, je lis tous les manuels possibles, et puis je choisis celui
qui me plaît le plus, voire même j'en mélange plusieurs. Évoluent-ils pendant l'année ou bien sont-ils fixés avant septembre? Ça a évolué, ça dépend des années. J'ai mis plusieurs années à trouver, par exemple pour le français, on a commencé, ma grande pour Cléo, là on a commencé que en CM2. Avant on faisait pas du français, enfin on faisait plus du Montessori et un peu de tout, n'importe quoi. J'ai vraiment trouvé Cléo pour le CM2 et du coup ma deuxième a commencé Cléo en CE1. Et je suis contente de ce matériel-là et donc on va continuer, avec elle on va continuer. Es-tu passé par des difficultés d'apprentissage, retard ou blocage par rapport aux exigences de l'éducation nationale? Si oui, comment les as-tu surmontées? Ma grande lisait donc en CP, savait lire, mais elle ne voulait pas lire. C'était la guerre tous les jours pour lui faire lire un minimum. Elle s'est décidée en CM1, elle est tombée sur une série de romans et elle a accroché et à partir de là c'était parti. Quand il y a un blocage, bah j'attends. Enfin, c'est pareil, il y a eu des blocages en maths, je crois. Il y a eu un moment où ça avançait plus. Bah, j'ai arrêté et puis on est revenu, on a laissé tomber complètement et on est revenu un mois après dessus, puis ça allait. Insister, en général ça sert à rien et ça risque d'être encore plus un blocage. C'est l'intérêt de l'école à la maison, on peut laisser tomber et puis y revenir après, ou trouver une autre méthode, ou voilà. Mais mes enfants sont plutôt du genre à, s'il y a un blocage, c'est un vrai blocage et je peux toujours essayer avec une autre méthode, ça marchera pas. Des ouvrages sur l'éducation qui t'ont marqué et que tu recommandes, j'ai pas lu spécialement à ce sujet-là. J'ai lu les livres de Montessori, mais bon, je sais pas si je les recommanderais. Non, j'ai rien lu de particulier. Avantages et inconvénients d'une pièce dédiée au matériel pédagogique. J'ai fait les deux et j'ai pas de différence. Dans la maison où on habitait avant, on avait un très très grand séjour et on avait 3 chambres. Donc il n'y avait pas de place dans les chambres, donc c'était dans le séjour. On avait les étagères dans le séjour, on travaillait sur la grande table, la table à manger, dans laquelle on mangeait pas puisqu'on mangeait dans la cuisine. C'était bien, pas de problème. Et maintenant c'est dans une pièce séparée et c'est bien, pas de problème. Juste l'avantage là d'avoir une pièce séparée, c'est que quand ma tornade met le bazar, je peux fermer la porte et on passe pas devant, on passe pas dedans, on n'a pas besoin de la traverser en fait. Alors que la salle de séjour, on la traversait puisque c'était vraiment la pièce principale, l'entrée arrivait dedans, la cuisine aussi et l'escalier pour monter. Donc si j'étais obligée de ranger en permanence, là je peux, bah tant pis, faire une réflexion parce que c'est pas rangé et fermer la porte et revenir 1 heure après quand j'ai le temps de ranger. Comment faire un peu de formel avec 3 enfants d'âge différents, donc ça j'en ai parlé. Nous on est, bah, du coup on est 4 sur la table, chacune d'un côté et je donne les choses à faire et je réponds aux 3 en même temps. Je fais comme je peux. Même sujet, décliné par niveau ou lâcher prise sur le formel. Donc moi je ne lâche pas prise sur le formel français et maths. Ne pas avoir de pièces précises pour l'IEF peut-il être pénalisant lors du contrôle? Pas du tout. Moi j'ai passé le premier contrôle à la maison dans la salle de séjour, les 2 contrôles suivants à l'inspection, ensuite on a déménagé et j'ai donc passé les 2 contrôles suivants. On avait une salle d'activité et les enfants étaient testés dans le salon et dans la cuisine. On a envie d'avoir une maison avec une pièce en plus pour être comme il faut, mais dans l'immédiat pas possible et pas sûr qu'en 2009 ce soit le cas. Et sinon comment faire quand on est ric-rac en place? Enfin, y a pas... On peut très bien faire dans la cuisine, il n'y a absolument pas de problème.
Sur quoi vous basez-vous pour savoir ce que vous devez enseigner pour chaque matière selon différents niveaux? Vive Internet, il suffit de taper programme CM1 et on trouve absolument tout. On trouve des blogs d'Instit et puis sur le site du gouvernement, comment ça s'appelle, enfin, éducation.gouv, je crois. Il y a les niveaux par les programmes par cycle. Comment savez-vous le programme à suivre? Donc oui. Après, moi par exemple, le fichier Cléo que j'achète pour le français, la programmation est dedans, semaine après semaine, on sait ce qu'on a à faire. Et au moins je suis sûre que c'est exactement ce qui se fait à l'école. Sur quoi un parent sans compétences particulières peut-il s'appuyer pour instruire son enfant lui-même? En achetant des fichiers, c'est facile. Là, par exemple, moi j'utilise Singapour pour les maths et Cléo pour le français. Même sans compétences, j'ai juste à suivre ce qui est dedans. J'ai des compétences, hein, j'ai un bac scientifique spécialité maths, mais j'étais incapable d'expliquer une division, donc je suis allée sur YouTube. Après, il y a aussi les cours par correspondance, où là, le parent n'a absolument rien à faire, c'est les profs qui corrigent. Comment gérer plusieurs niveaux, ça c'est bon, j'ai déjà un. La première année, l'utilisation du cours par correspondance est-elle utile? Je ne sais pas. Moi, j'en ai pas l'utilité, je ne vois pas du tout l'intérêt, parce que j'ai pas envie de suivre ce qui se fait dans toutes les matières, et puis au rythme de mon enfant. Voilà. Et puis j'ai pas l'argent non plus pour payer des cours par correspondance. Le formel est-il vraiment nécessaire? Non, pas du tout. Moi j'ai choisi de faire le français et les maths en formel, mais non, c'est vraiment... Enfin, chacun fait comme il veut, comme ça l'arrange, comme c'est facile pour lui. Il y a des parents qui sont très disponibles et pour faire de l'informel, il faut vraiment être plus disponible, répondre tout de suite à la demande de l'enfant. Moi, j'ai plein de choses à faire et je veux que mes enfants sachent lire. Enfin, pour moi, par exemple, la lecture, c'est super important. J'ai pas envie de me battre non plus. Je suis pas disponible pour me battre pendant les contrôles, donc je veux que mes enfants aient un niveau à peu près classique, quoi. Comment organiser les cours et comment enseigner à un enfant qui ne tient pas en place? Alors, comment organiser les cours au début de l'année, maintenant, alors maintenant que les filles sont plus grandes, je regarde ce qu'il y a à faire sur toute l'année et je divise. Alors, je fais le nombre de semaines que je veux faire dans l'année et je divise. Par exemple, les maths. Là, hier soir, j'ai fait les maths pour le CE2. Il y a 104 exercices. Je veux travailler sur 36 semaines, donc je fais 104 divisé par 36. Et voilà, je sais que je dois faire à peu près 4 exercices par semaine. Bon, c'est un exemple, là, c'est pas tout à fait ça, parce qu'en plus j'ai mélangé le CE1 et le CE2. Bon. Pour Cléo, du coup, c'est tout fait. Je suis en train de faire la 6e, je fais pareil. Et du coup, je regarde un peu. Là, en plus, on va utiliser les vidéos de Khan Academy. Donc, je vais faire un truc vraiment hebdomadaire en disant que chaque semaine, il y a tant de vidéos à regarder. Enfin, il faut regarder les vidéos, par exemple, de la division. Et ensuite, faire 3 exercices sur le cahier Singapour. Après avoir regardé la vidéo et fait les exercices de Khan Academy qui sont à la suite de la vidéo. Et je fais ça pour toutes les matières. Donc j'ai regardé histoire géo, éducation civique. Ça c'est une matière et c'est pareil, je divise par 36 et je fais à peu près... je sais ce qu'on doit faire dans chaque semaine. Après, chaque jour c'est un peu plus compliqué parce que on travaille avec le minuteur, donc je sais pas exactement combien de choses on fait en 20 minutes.
ou en 30 minutes suivant ce que je vais faire. Et puis comment faire pour un enfant qui ne tient pas en place. Je sais pas s'il reste encore une vidéo sur ma page Facebook où ma grande faisait des maths, je crois. Elle faisait une opération, on avait un très grand poteau, un poteau qui tenait une poutre dans la salle de séjour. Et donc elle montait sur la poutre, elle tournait, faire du pool dance. Elle s'asseyait, elle faisait son opération, elle remontait et elle retournait comme ça. Et puis il y avait une autre vidéo où il y en avait une qui lisait et ben en fait elle était... alors elle avait les mains appuyées sur la table, les jambes, les pieds sur le banc, et elle lisait et elle avait les jambes qui faisaient comme ça et comme ça. Et voilà. Un enfant peut bouger pour apprendre, il n'y a pas de problème. Les tables de multiplication là qu'on a fait, on a fait au printemps, j'étendais le linge. Elles étaient sur les rollers. On a une terrasse, une espèce de terrasse très longue, pas large mais longue. Et elles étaient sur les rollers et elles faisaient comme ça, comme ça, comme ça. Et moi je disais 3 x 5, 6 x 7, 9 x 3 et elles répondaient chacune leur tour. Ça pose absolument aucun problème. Bon alors pour l'écriture voilà, pour l'écriture c'est pas possible, mais pour tout le reste il y a plein de choses qu'on peut faire en bougeant. J'ai partagé il n'y a pas longtemps l'article de Monique c'est Steiner, c'est Le Chant des Fées, qui parle de maths et de tricot. Un enfant qui bouge beaucoup peut très bien être intéressé par le tricot par exemple, et du coup apprendre des choses en maths à ce moment-là. Parce que c'est pas être assis et devant un cahier, c'est pas pareil de faire du tricot par exemple. Et puis on peut faire ça dehors, on peut faire ça accroupi, on peut faire ça dans un hamac, n'importe. Alors 2 questions un peu pareilles. Est-ce que tes enfants te demandent d'aller à l'école? Et tes enfants ont-ils déjà émis le souhait d'être scolarisés? Alors non, pas du tout. Mes enfants n'étant jamais allés à l'école, ils n'ont pas d'intérêt à y aller en fait. Ils n'ont absolument pas de raison d'y aller. Souvent les enfants qui demandent, c'est des enfants qui sont déjà allés plusieurs années et qui ont du mal à perdre ces réflexes, ou des enfants qui sont tout seuls à la maison, des enfants uniques ou qui n'ont pas d'enfants de leurs âges autour, et donc qui s'ennuient, qui sont tout seuls. Alors voilà, moi j'ai 4 enfants, on va au parc avec les copains Nosco 2 après-midi par semaine. Donc ils n'ont pas envie, ils n'ont pas besoin de rencontrer d'autres enfants. Quand on va au parc parfois, oui, quand on va au parc parfois, ils sont 25. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas la raison sociale. Et puis, elles savent qu'aller à l'école, ça veut dire être 5-6 heures assis par jour. Quel enfant aurait envie de ça? Je sais pas. Quels sont tes conseils pour les débutants et surtout les petits-enfants? Alors pour les petits-enfants, mon conseil c'est de les laisser vivre. L'instruction étant obligatoire à partir de 6 ans, les laisser tranquilles et les laisser jouer et faire leur vie, c'est sympa. Les enfants, ils n'ont pas besoin de cours pour apprendre les couleurs. Ils n'ont pas besoin d'activités pour ça. Il suffit juste de leur parler normalement. Voilà, passe-moi le verre bleu. Ou passe-moi le... Regarde, ce chat, il est roux. Ben voilà. C'est juste la vie normale. Tiens, tu peux me donner 3 pommes? Ou on va ramasser les œufs et ah bah il y a 5 œufs aujourd'hui, il y en a un de plus qu'hier, hier il n'y en avait que 4. Voilà. Et conseil pour les débutants, rien de
particulier, juste écouter les enfants, et puis on a tous des enfants différents en fait, et on a tous des attentes différentes. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le formel ou l'informel. Il y a des gens qui vont vouloir être vraiment à l'écoute complète de l'enfant et qui s'en foutent des programmes. D'autres qui vont vouloir que le programme soit absolument complet comme à l'école. D'autres qui vont vouloir que l'enfant ait un an d'avance. Certains vont vouloir que du scolaire et d'autres pas. C'est vraiment, je sais pas, prenez une feuille et écrivez ce que vous voulez pour vos enfants. Comment gères-tu le plus petit? Ici c'est la galère, elle monte sur la table, déchire les feuilles, lance les crayons, etc. Donc j'en ai parlé dans la première vidéo. Je préfère le laisser faire, à part quand vraiment quand il balance l'aspirateur par terre ou qu'il joue avec la brosse des toilettes, là j'interviens et je me lève, mais sinon je le laisse faire le bazar et je range après. Parce que sinon je cours partout, tout le temps, et on peut rien faire du tout. Quelle attitude au quotidien ont les enfants envers ton multi-toi, mère enseignante, etc. Alors je ne suis pas enseignante. Alors mes enfants n'étant jamais allés à l'école, ils ne savent pas ce que c'est une enseignante. Pour eux, je suis leur mère, point. Et une mère enseigne, une mère fait la lessive, une mère cuisine, une mère coud les vêtements et les cadeaux. J'ai pas de multiples rôles, j'ai un seul rôle et pour eux, je suis leur mère, point. Après, quelle attitude ils ont par rapport à ça, enfin rien de particulier, c'est juste normal. Est-ce que le fait d'être tout le temps ensemble ne favorise pas les chamailleries entre les enfants? Je pense que c'est justement l'inverse, parce que mes enfants se connaissent super bien et sont ensemble tout le temps et font tout ensemble. Alors ça pousse évidemment les plus petits vers le haut. Je pense que c'est plus facile pour eux que pour des enfants qui ne se voient que une demi-heure le matin pendant le petit-déj et 1 heure le soir avec la douche, les devoirs et le repas. Je pense que c'est plus facile. Et puis, tu es plutôt pour le formel ou l'informel, donc je suis pas pour ou contre quelque chose, donc j'en ai parlé. J'ai eu des messages privés aussi, plus sur l'instruction des tout petits. Faut-il appliquer un programme dès la petite section? Comment procéder pour déclarer l'IEF et désinscrire de l'école? Donc je rappelle qu'on déclare que à partir de 6 ans à la mairie et à l'inspection d'académie. Pour le désinscrire de l'école, il suffit de dire j'enlève mon enfant de l'école. Enfin, il n'y a rien de spécial à faire, il n'y a pas besoin de faire de lettres ou je sais pas quoi. Un programme pour la petite section, alors on peut en trouver parce qu'il y a des blogs d'instit qui le font, mais il n'y a pas de programme officiel, il y a des programmes par cycle. Le cycle finit en moyenne section, je crois. Mais il n'y a aucune obligation, puisque en plus, il n'y a aucune obligation en IEF, mais en plus, avant l'IEF, donc avant 6 ans, c'est encore plus, on est encore plus libre. Pour les associations de parents qui pratiquent l'IEF,
Il suffit de regarder sur Facebook en mettant dans la barre de recherche le nom de votre département et IEF ou instruction en famille ou école à la maison, ou sur un moteur de recherche classique, mais sur Facebook normalement il y a presque tous les départements, et vous trouverez des groupes dans votre coin. Je pense que tous les départements existent. Après, il ne faut pas faire des kilomètres pour trouver. Nous, par exemple, dans notre département, qui est assez... c'est un département qui est très en hauteur. J'habite dans la Loire. On a un groupe à Saint-Étienne, donc au sud, et un groupe à Roanne, au nord. Il y a 80 km entre les deux, en fait. Donc il y a 2 groupes. Et du coup, il y a des rencontres. Nous, à Saint-Étienne, on fait 2 rencontres par semaine. À Roanne, elles font une rencontre. Elles font les lundis, et nous, on fait les mardis et les jeudis. Je ne fais pas l'école à la maison, mais une question m'a toujours travaillé. Comment fait-on quand l'enfant ne veut pas ? Je me rappelle quand ma mère m'expliquait, je n'arrivais pas à comprendre, car vu que c'était ma mère, j'arrivais pas à suivre. Même réponse que juste avant. Je ne suis pas leur enseignante, je suis leur mère, et du coup, ils n'ont jamais travaillé avec quelqu'un d'autre, et pour elles, c'est juste logique de le faire avec moi. Alors le fait qu'elles comprennent pas, en fait, le problème d'un enfant scolarisé, c'est qu'il a une explication par l'instit, voire plusieurs explications s'il y a un problème, et que la mère ne sait pas forcément ce qui s'est fait en classe, comment ça a été expliqué, pourquoi on veut en venir là, etc. Et du coup, l'explication n'a pas forcément de rapport avec ce qui a été fait, d'où le fait qu'un enfant ne comprenne pas. Quand on fait l'école à la maison, c'est complètement différent, puisque on sait comment l'enfant comprend, et on adapte à son cas, à lui. Donc j'ai rarement de problème de compréhension, en fait. Comment gérez-vous le besoin d'attention de chaque enfant en même temps ? J'ai 3 enfants, 5, bientôt 4 et bientôt 2. Les grandes étaient inscrites à l'école l'année dernière, mais n'y sont pas allées souvent. Je faisais beaucoup d'activités à la maison. En septembre, elles ne sont pas réinscrites car on déménage. J'ai un peu de mal à gérer en même temps les 3, surtout le petit. Du coup, mes temps d'activité durent max 1 heure. Alors 1 heure à cet âge-là, c'est énorme. 1 heure, c'est ce que je fais avec ma grande qui a 11 ans. Je fais jamais plus d'1 heure. Et quand ça dure 1 heure, il y a au moins 3 thèmes différents. Et dans chaque thème, il y a au moins 10 exercices différents. Là, 5 ans, 4 ans et 2 ans, déjà moi je fais pas des activités à cet âge-là. Ma fille qui a presque 5 ans, là, elle fait la planète des alphas, ça dure 5 minutes. C'est tout. Voilà, à cet âge-là, je les laisse vivre principalement. Vous programmez plusieurs mois à l'avance, mais vous faites comment si votre enfant a une soudaine passion pour quelque chose qui n'est pas dans votre programme ? En fait, je ne fais pas d'activité ou de travail sur des thèmes particuliers de passion. Je travaille sur le français et les maths. Donc même si j'ai un enfant qui a une passion pour je sais pas quoi, les dinosaures, je ne travaille pas sur les dinosaures moi, donc on fait du français et des maths. Et du coup le programme c'est français et maths, c'est pas autre chose. Après s'il a une passion pour les dinosaures, on va prendre des livres à la bibliothèque, voilà. Je fais rien de particulier. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions pour l'instant. Un jour j'aurai la fibre et je pourrai faire des directs où je pourrais répondre plus souvent à des petites questions comme ça. Là il me faut 24 à 48 heures pour télécharger une vidéo, donc je fais pas très souvent. Si vous voulez suivre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous aurez
la notification. Vous pouvez vous abonner aux notifications. Parce que je vois encore des gens qui disent «Ouah, c'est super de voir ta tête», alors que ça fait un moment quand même que depuis janvier, je fais des vidéos, et on est en août, même si je suis pas très régulière. Vous pouvez liker la vidéo, ça permet qu'elle soit un peu plus vue sur YouTube. Et voilà. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas en message privé ou en public, peu importe. J'y répondrai si je peux.